moins de 6 mois de présence au Sénat, me voilà à défendre ma première motion tendant à renvoyer le débat en commission, se dire à quel point le contexte législatif dans lequel nous évoluons autour de ce texte est singulier. Et si le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de renvoyer le débat en commission, c'est pour une raison simple, une raison qui transcende les positions entre les tenants de la filière nucléaire et ses opposants. Et gardons-nous, Monsieur le ministre, durant le temps de l'examen de ce texte, les positions binaires à l'égard de la filière nucléaire. En effet, ce projet de loi souffre non seulement d'une méthode hâtive, mais aussi d'un objectif hasardeux. 1 an après la tentative de cavalier législatif du gouvernement, alors que nous devons entamer aujourd'hui nos débats dans l'hémicycle, aucun diagnostic, aucun état des lieux étayé des forces et des faiblesses du système dual actuel ne nous a été fourni, et ce malgré le travail de qualité mené par les 2 rapporteurs, mais aussi le rapport mené par l'Opecst, Monsieur le Président. Qui plus est, alors qu'un dialogue avait été amorcé avec l'ancienne ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et son équipe, celui-ci a été soudainement interrompu par le remaniement ministériel qui a été, pour l'énergie, synonyme de dissolution du ministère de plein exercice dont la filière bénéficiait jusqu'alors. Au-delà des questionnements sur le bien fondé d'inscrire l'énergie dans le portefeuille du ministre de l'économie, au regard des spécificités de la filière, dans un contexte inédit de relance du nucléaire, il n'y a pas eu de calendrier de travail pourtant nécessaire en amont de la séance publique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Le point d'orgue de cette méthodologie hâtive étant l'absence d'audition ministérielle devant les commissions de l'aménagement du territoire et du développement durable et des affaires économiques. Il n'y a pas de doute possible sur la nuisance qu'entraîne cette situation sur la qualité de l'examen parlementaire et sur le respect des prérogatives de notre Assemblée. Cela a été rappelé tout à l'heure avec force par la présidente Estrosi Sassone et nous l'en remercions. Plus largement, notre pays reste en attente d'une loi de programmation sur l'énergie et le climat qui devra fixer les grands objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone et permettra de bâtir la stratégie française pour l'énergie et le climat. Ces lois de programmation, sans cesse reportées, auraient dû être adoptées avant le 1er juillet 2023. Le gouvernement esquive une fois de plus le grand débat autour de la loi de programmation sur l'énergie et le climat qui devrait pourtant être un préalable de la politique énergétique de la France. N'oublions pas que la Charte constitutionnelle de l'environnement prévoit que les Français ont à connaître et doivent pouvoir discuter des politiques énergétiques et climatiques qui conditionneront la durabilité et la viabilité du monde de demain. Pour en revenir à l'objet même du texte, il n'est pas question de remettre en cause la volonté légitime de réexaminer les forces et les faiblesses de notre modèle historique de gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il s'agit toutefois de ne pas se laisser dicter par la précipitation, car celle-ci pourrait être dommageable à bien des égards, à un moment où les enjeux de la relance de la filière demandent plus que jamais de la stabilité, de la confiance et de la transparence. Dommageable, tout d'abord au regard du manque d'acceptabilité de la part des acteurs de la filière eux-mêmes. Les employés de l'ASN et de l'IRSN déplorent le manque de ressources et considèrent, à raison, que la fusion n'apportera pas de réponse à ce problème. L'IRSN a subi une vague de démissions inédite suite à l'annonce du projet de fusion et les difficultés de recrutement pèsent désormais lourdement sur l'établissement. Le risque à terme a trait à la perte des compétences pourtant nécessaires et indispensables à la relance de la filière. Et il faut saluer l'engagement quotidien de ces femmes et de ces hommes au service de l'excellence de la filière électronucléaire française. Dommageable au regard des externalités négatives de l'optimisation d'interfaces entre l'ASN et l'IRSN au détriment d'autres interfaces tout aussi essentielles. La fusion annonce par ailleurs la fin de la complémentarité entre la modélisation et la mesure, pourtant essentielle dans le cadre de l'expertise en situation d'urgence et post-accidentelle. Dommageable, puisque la SNR ne garantirait pas la séparation entre l'expertise et la décision, fondement de l'intégrité du système de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection depuis 1973, date de la création du service central de la sûreté des installations nucléaires. Cette distinction est pourtant primordiale pour supporter les décisions et accroître la confiance du public envers la filière. Il ne faut pourtant pas croire que les acteurs qui se battent corps et âme pour le retrait du projet de loi ne souhaitent pas l'optimisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, bien au contraire. Ils sont force de proposition et celle-ci pourrait d'ores et déjà se réaliser sans prendre le risque d'une telle réforme. La fluidité a déjà été largement améliorée ces dernières années. En témoigne le fait qu'EDF, l'IRSN et l'ASN
ont d'ores et déjà défini des stratégies communes d'expertise anticipée pour l'EPR2 et l'SMR afin de sécuriser les projets avec un planning très détaillé sur les sujets à expertiser, le cadencement et le calendrier. Autant dire que les deux institutions recherchent sans cesse à optimiser leurs interactions et le système dual ne semble pas les entraver le moins du monde. Ce que ne veulent pas les acteurs qui s'opposent à ce projet, c'est céder à l'injonction de l'accélération, et ce, pour une raison bien raisonnable: le risque de la déstabilisation d'un édifice dont l'efficacité n'est plus à prouver au moment où nous en avons le plus besoin. Il est en effet étonnant d'espérer des résultats rapides dans le cadre d'une relance de grande ampleur à travers une stratégie impliquant une période conséquente de perturbations et de difficultés assurées dans les phases ultérieures propres à tous les processus de fusion. N'oublions pas qu'en 2014 déjà, la Cour des comptes concluait sans ambiguïté que la fusion des deux organismes constituerait une réponse inappropriée par les multiples difficultés juridiques, sociales, budgétaires et matérielles qu'elle soulèverait. Il est utile de garder en chaque instant de nos échanges la quantité d'avis défavorables au projet de loi qui essaiment de la part d'institutions scientifiques et techniques, d'organismes administratifs, de juridictions financières et bien d'autres qui méritent d'être entendus, écoutés dans le cadre du débat parlementaire. Je tâcherai de n'en citer que quelques-uns, et je vous invite sincèrement à les écouter avec minutie et intérêt avant le scrutin public solennel de mardi prochain, si vous décidez de ne pas renvoyer le débat en commission dès à présent. La Cour des comptes, dans son rapport de 2014 précité, témoigne du fait que l'organisation duale, décideurs, experts, offre de nombreuses garanties en dissociant les composantes qui participent aux décisions prises, et nous alerte sur les difficultés de toute nature que générerait la fusion de l'ASN et de l'IRSN. L'ANCLI, l'Association nationale des comités et commissions locales d'information, qui fédère les expériences et les attentes des 35 comités et commissions locales d'information, craint une précipitation quand les enjeux demandent de la stabilité et de la confiance. Elle s'inquiète tout particulièrement du manque de garantie de transparence du nouveau système de gouvernance, alors même que la participation du public est indispensable à la confiance des populations. Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire déplore tout d'abord la méthode par laquelle cette réforme de la sûreté nucléaire avait été introduite lors de l'élaboration de la loi du 22 juin 2023 et s'inquiète du fait que le projet de loi ne confirme pas les objectifs de garantie de la transparence et de l'accès aux informations tout au long du processus de prise de décision. La Commission nationale déontologie et alerte en santé publique et environnement déplore quant à elle que la définition des conditions nécessaires à l'indépendance entre l'expertise et la décision soit confiée au seul règlement intérieur, ne garantissant pas un statut juridique solide. Ce que nous souhaitons, Monsieur le Ministre, c'est assurer un dialogue plus apaisé, construit et efficace. C'est nous assurer que la marche à suivre est celle qui nous mènera bel et bien vers une relance acceptée et ambitieuse de la filière nucléaire française. Pour cela, il nous semble que la seule voie envisageable est celle d'une décision nourrie par l'apport du temps de réflexion préalable impliquant l'ensemble des acteurs concernés par la relance du nucléaire, de la population des territoires modelés par l'industrie nucléaire, jusqu'aux équipes des établissements dédiés à la sécurité et à la sûreté nucléaire, en passant par les comités et commissions locales d'information. Ainsi, au regard de la multitude des avis négatifs formulés à l'égard de ce projet de loi, de ses conséquences non maîtrisées et des lacunes manifestes dans les différents scénarios expertisés, et singulièrement sur le renforcement du système dual, le groupe socialiste, écologiste et républicain vous demande d'approuver ce renvoi en commission. Pour réussir notre transition énergétique et se passer des énergies fossiles, il nous faut de l'électricité, beaucoup d'électricité. Même pour obtenir de l'hydrogène vert, des biocarburants, il faut de l'électricité. Si nous attendons toujours l'examen de la loi structurante de programmation énergétique, l'accélération de la production nucléaire, en revanche, est lancée. Car nous aurons besoin du nucléaire pour faire face aux défis qui nous attendent dans un contexte géopolitique et climatique de plus en plus incertain. L'énergie nucléaire est un défi organisationnel et humain, autant que technique, procédural et financier. Notre système repose sur 4 piliers, assurant un équilibre solide et qui s'est construit avec notre histoire nucléaire. Pourquoi ? Il y a 25 ans, la France a mis en place un système dual singulier, rappelé par notre collègue Piednoir. Suite aux accidents nucléaires, et notamment Tchernobyl, le système fut réinterrogé.
il est décidé de valoriser la démonstration permanente de la sûreté nucléaire, s'appuyant sur le débat scientifique contradictoire autour du risque et rendu indépendant du pouvoir politique. L'objectif était de créer un choc de confiance auprès de nos concitoyennes et concitoyens. Il est atteint au regard des enquêtes d'opinion. Cette évolution continue du système français, qui repose sur la démonstration de sûreté et de sécurité, s'articule depuis le modèle historique du CEA par une différenciation culturelle entre l'opérateur et son approche industrielle, l'IRSN avec son approche scientifique des risques, l'ASN avec son approche réglementaire fondée sur le concept de conformité, le quatrième pilier, la confiance de la société civile. Pour autant, aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, nous sommes dans une société de réseau et de désinformation permanente. Tous les moyens de semer le doute et d'anéantir la confiance sont en place. Et la confiance, cela passe par la meilleure transparence possible. Si l'expertise ne doit pas dicter la décision ne doit pas étouffer la transparence de l'expertise. Cette réforme induit le doute et affaiblit la confiance. Avec cette fusion, le gouvernement scie le quatrième pied de la chaise sur lequel est assis l'acceptabilité du nucléaire au moment de sa montée en puissance. La création de l'IRSN et le statut d'autorité administrative indépendante pour l'ASN reposaient sur 3 exigences: la transparence, la nécessité d'éclairer les décisions publiques en matière de risques nucléaires et radiologiques, l'indépendance de la décision publique. Une 4e exigence essentielle propre à l'environnement nucléaire français consiste à un équilibre entre la sûreté réglée, c'est-à-dire la capacité à respecter les règles et à démontrer la conformité de celles-ci, propre à l'ASN, et la sûreté gérée, c'est-à-dire la capacité à assurer la sûreté en toutes circonstances, même imprévues ou imprévisibles, propre à l'IRSN. Cet équilibre ne peut pas être prescrit, mais résulte des choix organisationnels. Ce double débat peut donner une impression de complexité au système. Il est pourtant indispensable à maintenir une bonne capacité de détection des signaux faibles et de limiter la simple affirmation de conformité potentiellement nuisible. Alors pourquoi aujourd'hui réformer ce système sur la base d'une analyse incomplète, et pour quel objectif dans un contexte de plus en plus instable? L'étude d'impact n'apporte aucune réponse, ni sur les éventuels dysfonctionnements actuels, ni sur les améliorations apportées par la nouvelle organisation. Nous relançons le nucléaire, prolongeons des réacteurs, acceptons l'arrivée de réacteurs modulaires dans un contexte de changement climatique et d'instabilité géopolitique. Dans le même temps, nous déstabilisons tout notre système de sûreté et de sécurité pour aller plus vite. Aller plus vite vers quoi? L'accident? L'organisation proposée par ce texte va induire des contre-performances qui ne pourront être appréciées que dans la durée. D'abord, la viabilité de notre capacité de recherche. Ensuite, la proportionnalité des mesures de sûreté. Les liens de sûreté et de sécurité entre le nucléaire civil et de défense. Enfin, la transparence et la confiance. L'IRSN a permis le partage des connaissances avec la société civile, soutenu et encouragé par le débat public. Le projet de loi met également en péril, à court terme, notre organisation. Il fragilise les équipes dans un contexte clé de relance du nucléaire. La fusion conduira à un choc culturel. Il déconnecte la sûreté nucléaire de la sécurité nucléaire. Les deux sont pourtant intimement liés. Il réduit la transparence au bon vouloir de la nouvelle structure qui opérera ses propres choix de publication. Il renvoie l'essentiel à un futur règlement intérieur qui ne dit rien de l'équilibre organisationnel. Le calendrier esquissé de construction de la nouvelle génération des réacteurs nucléaires laisse largement le temps de réformer, avec toutes les précautions souhaitables, notre système de contrôle et de sûreté nucléaire. Oui, il y a urgence à prendre le temps de bien faire, plus vite, moins cher et plus efficace. Cela ne veut pas dire piétiner les intérêts scientifiques au bénéfice d'intérêts économiques et financiers. Malgré le travail des rapporteurs que je salue, ce projet d'intégration de l'IRSN dans l'ASN ne nous paraît pas suffisamment fondé en raison. Son étude d'impact faible ne définit pas clairement les objectifs. S'agit-il d'aller plus vite, de faire des économies, d'améliorer des processus d'expertise et de décision? On ne sait pas. S'agit-il de mieux communiquer avec le public? On ne le sait pas davantage et les territoires expriment leur inquiétude par la voix de l'Association nationale des CLI.
Le rapport de l'Opecst, au demeurant de bonne facture informative et pédagogique, auquel il est fait souvent référence, comme s'il valait étude d'impact, n'en dit rien non plus. La fusion y est prise comme postulat. Qui plus est, le futur plan de charge annoncé s'inscrit dans un cadre programmatique non défini à ce jour. Toujours pas de PPE. Le titre 1 du projet de loi souveraineté énergétique devait en traiter. Il a été supprimé par le gouvernement à tel point que le Conseil supérieur de l'électricité, unanime, s'en est ému officiellement dans sa séance du 25 janvier dernier. En résumé, on fait tout à l'envers depuis le début et on persévère à chaque occasion. On travaille au coup par coup, sans perspective d'ensemble. Ne croyez-vous pas que le titre 2 de ce projet de loi aurait dû être traité il y a des mois dans le projet de loi de relance du nucléaire ? Plus grave, la perspective de développement de petits réacteurs, de l'SMR, stratégique pour la décarbonation de l'industrie, ne devrait-elle pas être discutée dès maintenant sur son volet sûreté et radioprotection ? Le plus incongru reste sans doute l'absence d'un ministre avec lequel, pour le moins, nous aurions pu échanger. Quelle considération pour le travail du Parlement et accessoirement pour la démarche relative au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Sur le fond, ce projet de fusion fragilise ou remet en question certains principes auxquels nous sommes attachés. Le plus fondamental est celui de l'indépendance du scientifique qui nécessite une séparation garantie entre expertise et décision. L'enjeu majeur, c'est la confiance pour toutes les parties prenantes, dont le grand public. Et il n'y aura pas de confiance publique sans transparence totale à cet égard. De surcroît, les moyens financiers nécessaires à l'augmentation de charges sont renvoyés à un rapport. Quelle perspective d'exercice et d'évolution des métiers hautement qualifiés concernés ? Les personnels sont inquiets. Nous n'avons pas de réponse à toutes ces questions majeures. Nous n'avons pas non plus de proposition d'optimisation de l'organisation existante, évaluée ou qui aurait dû être évaluée au regard d'objectifs qui sont, il faut le reconnaître, peu ou pas clairement formulés. Pour toutes ces raisons de fond, nous nous opposerons à ce projet de loi. Cependant, en responsabilité et dans la continuité des échanges que nous avons eus avec l'Association nationale des CLI et les syndicats de personnel des deux établissements, nous proposerons des amendements pour renforcer la sûreté et la radioprotection en France.